Chapitre 5. À l'aventure. Le voyage de l'Abraham Lincoln, pendant quelque temps, ne fut marqué par aucun incident. Cependant, une circonstance se présenta qui mit en relief la merveilleuse habileté de Ned Land et montra quelle confiance on devait avoir en lui. Au large des Malouines, le 30 juin, la frégate communiqua avec des baleiniers américains. Nous apprîmes qu'ils avaient eu aucune connaissance du narval. Mais l'un d'eux, le capitaine du Monroe, sachant que Ned Land était embarqué à bord de l'Abraham Lincoln, demanda son aide pour chasser une baleine qui était en vue. Le commandant Farragut, désireux de voir Ned Land à l'œuvre, l'autorisa à se rendre au bord du Monroe. Et le hasard servit si bien notre Canadien qu'au lieu d'une baleine, il en harponna deux d'un coup double, frappant l'une droit au cœur et s'emparant de l'autre après une poursuite de quelques minutes. Décidément, si le monstre a jamais affaire au harpon de Ned Land, je ne parierai pas pour le monstre. La frégate prolongea la côte sud-est de l'Amérique avec une rapidité prodigieuse. Le 3 juillet, nous étions à l'ouverture du détroit de Magellan, à la hauteur du cap des Vierges. Mais le commandant Farragut ne voulut pas prendre ce sinueux passage et manœuvra de manière à doubler le cap Horn. L'équipage lui donna raison à l'unanimité, et, en effet, était-il probable que l'on pût rencontrer un narval dans ce détroit desserré. Bon nombre de matelots affirmaient que le monstre ne pouvait y passer. Il était trop grand pour cela. Le 6 juillet, vers 3 heures du soir, l'Abraham Lincoln, à 15 milles dans le sud, doubla cet îlot solitaire, ce roc perdu à l'extrémité du continent américain, auquel de nombreux marins hollandais imposèrent le nom de leur ville natale, le cap Horn. La route fut donnée vers le nord-est, et le lendemain, l'hélice de la frégate battit enfin les eaux du Pacifique. Ouvre l'œil, répétaient les matelots de l'Abraham Lincoln, et ils l'ouvraient démesurément. Les yeux et les lunettes, un peu éblouis, il est vrai, par la perspective des $2000, ne laissèrent pas un instant au repos. Jour et nuit, on observait la surface de l'océan, et les nyctalopes, dont la faculté de voir dans l'obscurité accroissait les chances de 50%. Moi, que l'appât de l'argent n'attirait guère, je n'étais pourtant pas le moins attentif du bord. Ne donnant que quelques minutes au repas, quelques heures au sommeil, indifférent au soleil ou à la pluie, je ne quittais plus le pont du navire. Tantôt penché à l'avant, tantôt appuyé à la lisse arrière, je dévorais d'un œil avide le cotonneux sillage qui blanchissait la mer jusqu'à perte de vue. Et que de fois j'ai partagé l'émotion de l'état-major de l'équipage lorsque quelque capricieuse baleine élevait son dos noirâtre au-dessus des flots. Le pont de la frégate se peuplait en un instant. Les capots vomissaient un torrent de matelots et d'officiers. Chacun, la poitrine allaitante, l'œil trouble, observait la marche du cétacé. Je regardais à en user ma rétine et à en devenir aveugle. Tandis que Conseil, toujours flegmatique, me répétait d'un ton calme. Si monsieur voulait avoir la bonté de moins écarquiller ses yeux, monsieur verrait bien davantage. Mes vaines émotions. L'Abraham Lincoln modifiait sa route, courait sur un animal signalé, simple baleine ou cachalot vulgaire, qui disparaissait bientôt au milieu d'un concert d'imprécations. Cependant, le temps restait favorable, le voyage s'accomplissait dans les meilleures conditions. C'était alors la mauvaise saison australe, car le juillet de cette zone correspond à notre janvier d'Europe. Mais la mer se maintenait belle, et se laissait facilement observer d'un vaste périmètre. Ned Land montrait toujours la plus tenace incrédulité. Il affectait même de ne point examiner la surface des flots en dehors de son temps de bordée. Du moins, quand aucune baleine n'était en vue. Et pourtant, sa merveilleuse puissance de vision aurait rendu de grands services. Mais, 8 heures sur 12, cet entêté Canadien lisait ou dormait dans sa cabine. 100 fois je lui reprochai son indifférence. Bah, répondit-il, il n'y a rien, monsieur Aronnax. Et il n'eut quelques animaux. Quelque chance avons-nous de l'apercevoir. Est-ce que nous ne courons pas à l'aventure? On a revu, dit-on, cette bête introuvable dans les hautes mers du Pacifique. Je veux bien l'admettre. Mais déjà 2 mois se sont écoulés depuis cette rencontre, et à s'en rapporter au tempérament de votre narval, il n'aime pas moisir à longtemps dans les mêmes parages. Il est doué d'une prodigieuse facilité de déplacement. Or, vous le savez mieux que moi, monsieur le professeur, la nature ne fait rien à contresens, et elle ne donnerait pas à un animal lent de sa nature la faculté de se mouvoir rapidement s'il n'avait pas besoin de s'en servir. Donc, si la bête existe, elle est déjà loin. À cela, je ne savais que répondre. Évidemment, nous marchions en aveugle, mais le moyen de procéder autrement? Aussi, nos chances étaient-elles fort limitées. Cependant, personne ne doutait encore du succès, et pas un matelot du bord n'eût parié contre le narval et contre sa prochaine apparition. Le 20 juillet, le tropique du Capricorne fut coupé par 105 degrés de longitude, et le 27 du même mois, nous franchissons l'équateur sur le 110e méridien. Ce révèlement fait, la frégate prit une direction plus décidée vers l'ouest, et s'engagea dans la mer centrale du Pacifique. Le commandant Farragut pensait avec raison qu'il valait mieux fréquenter les eaux profondes, et s'éloigner des continents ou des îles dont l'animal avait toujours paru éviter l'approche. Sans doute parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour lui, disait le maître d'équipage. Nous étions enfin sur le théâtre des derniers ébats du monstre. Et pour tout dire, on ne vivait plus à bord. Les cœurs palpitaient effroyablement et se préparaient pour l'avenir d'incurables anévrismes. L'équipage entier subissait une surexcitation nerveuse, dont je ne saurais donner l'idée. On ne mangeait pas, on ne dormait plus. 20 fois par jour, une erreur d'appréciation
une illusion d'optique que quelques matelots perchés sur les barres causaient d'intolérables douleurs. Et ces émotions, 20 fois répétées, nous maintenaient dans un état d'éréthisme trop violent pour ne pas amener à une réaction prochaine. Et en effet, la réaction ne tarda pas à se produire. Pendant 3 mois dont chaque jour durait un siècle, l'Abraham Lincoln sillonnait toutes les mers septentrionales du Pacifique, courait aux baleines signalées, faisant de brusques écarts de route, virant subitement d'un bord à l'autre, s'arrêtant soudain, forçant ou renversant sa vapeur, coup sur coup, au risque de déniveler la machine, et rien. Rien qui ressemblait à un narwal gigantesque, ni à un îlot sous-marin, ni à une épave de naufrage, ni à un écueil filant, ni à quoi que ce fût de surnaturel. La réaction se fit donc. Le découragement s'empara d'abord des esprits et s'en composa de 3/10 de honte contre 7/10 de fureur. On était tout bête de s'être laissé prendre par une chimère, mais encore plus furieux. Les montagnes d'arguments entassés depuis plus d'un an s'écroulèrent à la fois, et chacun ne songea plus qu'à se rattraper aux heures de repas ou de sommeil du temps qu'ils avaient si sottement sacrifié. Avec la mobilité naturelle à l'esprit humain, d'un excès on se jeta dans un autre. Les plus chauds partisans de l'entreprise devinrent fatalement ses ardents détracteurs. La réaction monta des fonds du navire, du poste de soutier jusqu'au carré de l'état-major, et certainement sans un entêtement très particulier du commandant Farragut. La frégate eut définitivement remis le cap au sud. Cependant, cette recherche inutile ne pouvait se prolonger plus longtemps. L'Abraham Lincoln n'avait rien à se reprocher, ayant tout fait pour réussir. Jamais l'équipage d'un bâtiment de la marine américaine ne montra plus de patience et plus de zèle, son insuccès ne saura lui être imputé. Il restera plus qu'à revenir. Une représentation dans ce sens fut faite au commandant. Le commandant tint bon. Les matelots ne se cachèrent point leur mécontentement, et le service en souffrit. Je ne veux pas dire qu'il y eut une révolte à bord, mais après une raisonnable période d'obstination, le commandant Farragut, comme autrefois Colomb, demanda 3 jours de patience. Si dans le délai de 3 jours le monstre n'avait pas paru, l'homme de barre donnerait 3 tours de roue et l'Abraham Lincoln ferait route vers les mers européennes. Cette promesse fut faite le 2 novembre. Elle eut tout d'abord pour résultat de réanimer les défaillances de l'équipage. L'océan fut observé avec une nouvelle attention. Chacun voulait lui jeter ce dernier coup d'œil dans lequel se résume tout le souvenir. Les lunettes fonctionnèrent avec une activité fiévreuse. C'était un suprême défi porté au narwal géant, et celui-ci ne pouvait raisonnablement se dispenser de répondre à cette sommation à comparaître. 2 jours se passèrent. L'Abraham Lincoln se tenait sous petite vapeur. On employait 1000 moyens pour éveiller l'attention ou stimuler l'apathie de l'animal, au cas où il se fût rencontré dans les parages. D'énormes quartiers de lard furent mis à la traîne, pour la plus grande satisfaction des requins, je dois le dire. Les embarcations rayonnèrent dans toutes les directions autour de l'Abraham Lincoln, pendant qu'ils mettaient en panne et ne laissèrent pas un point de mer inexploré. Mais le soir du 4 novembre arriva, sans que se fût dévoilé ce mystère sous-marin. Le lendemain, le 5 novembre à midi, expirait le délai de la rigueur. Après le point, le commandant Farragut, fidèle à sa promesse, devait donner la roue au sud-est et abandonner définitivement les régions septentrionales du Pacifique. Les terres du Japon nous restaient à au moins 200 milles sous le vent. La nuit approchait. On venait de piquer 8 heures. De gros nuages voilaient le disque de la lune, alors dans son premier quartier. La mer ondulait paisiblement sous l'entrave de la frégate. En ce moment, j'étais appuyé à l'avant. Conseil, posté près de moi, regardait devant lui. L'équipage examinait l'horizon qui se rétrécissait et s'obscurcissait peu à peu. Les officiers, armés de leurs lorgnettes de nuit, fouillaient l'obscurité croissante. Parfois, le sombre océan étincelait sous un rayon de la lune dardé entre les franges de 2 nuages. Puis, toute trace lumineuse s'évanouissait dans les ténèbres. En observant Conseil, je constatai que ce brave garçon subissait tant soit peu l'influence générale. Du moins, je le crus ainsi. Peut-être, et pour la première fois, ses nerfs vibraient-ils sous l'action d'un sentiment de curiosité. Allons, Conseil, lui dis-je. Voilà une dernière occasion d'empocher 2000 $. Que monsieur me permette de le dire, répondit Conseil. Je n'ai jamais compté sur cette prime. Si le gouvernement de l'Union pouvait promettre 100 000 $, il n'aurait pas été plus pauvre. Tu as raison, Conseil. C'est une sotte affaire après tout, et dans laquelle nous nous sommes lancés trop légèrement. Que de temps perdu, que d'émotions inutiles. Depuis déjà 6 mois, nous serions rentrés en France. Dans le petit appartement de monsieur, répliqua Conseil. Dans le muséum de monsieur. Et j'aurais déjà classé les fossiles de monsieur. Et le barbiroussa de monsieur serait installé dans sa cage du jardin des plantes. Et il attirerait tous les curieux de la capitale. Comme tu dis, Conseil. Et sans compter, j'imagine que l'on se moquera de nous. Effectivement, répondit tranquillement Conseil. Je pense que l'on se moquera de monsieur. Et faut-il le dire? Il faut le dire, Conseil. Eh bien, monsieur n'aura que ce qu'il mérite. Vraiment. Quand on a l'honneur d'être un savant comme monsieur, on ne s'expose pas. Conseil ne put achever son compliment. Au milieu de silence général, une voix venait de se faire entendre. C'était la voix de Ned Land. Et Ned Land s'écriait: Ohé, la chose en question, sous le vent là, par le travers de nous. Fin du chapitre 5.